Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons donc réfléchir aux notions d'attaque et de défense, avec un échiquier vide qui incite un peu à la méditation. L'attaque se propose de remuer les obstacles et est un moyen indispensable pour concrétiser la force de frappe des pièces, pour exploiter une supériorité numérique que l'on a établie, etc., selon des tas de méthodes que nous avons vues précédemment. Elle soulève de multiples questions. Quand faut-il attaquer? Où faut-il attaquer? Et comment mener l'attaque? Avec économie ou en mettant toutes les forces dans la balance? Exige-t-elle une longue ou une courte préparation? Doit-elle être rapide, l'attaque, ou plutôt lente? Alors, il n'est pas possible de réserver à ces questions des réponses précises et satisfaisantes. En tout cas, pas de réponse générale. Tout dépend de la situation sur les cases de l'échiquier, sur toutes ces 64 cases. Serait-ce à dire que l'attaque échappe à certaines règles générales? Non, pas du tout. Elles ont été mises en lumière, notamment par Steinitz, et la pratique a confirmé leur bien fondé. Alors, l'attaque à tout prix, qui était surtout dans l'esprit fin du 19e siècle, elle n'a pas résisté à l'expérience. Et pour cause, elle fait abstraction de la balance des forces. C'est précisément le degré d'équilibre ou de déséquilibre d'une position qui règle les ambitions et fixe les objectifs de chacun. Souvent, dans les ouvertures, j'ai insisté à la fin, sur chaque variante, sur avantage des blancs, avantage des noirs, ou jeu équilibré, jeu égaux, chance égale des deux côtés. Une position équilibrée freine les ambitions des antagonistes et invite ceux-ci à poursuivre des objectifs plus modestes, soit viser juste une case, une pièce, améliorer légèrement les positions, mieux positionner ces pièces. Et l'attaque ne se justifie qu'à partir de conditions favorables. Elle est impérative lorsqu'il y a rupture d'équilibre. Alors, quelles sont les conditions qui favorisent l'attaque? Elles sont multiples et d'ordre divers. Encore qu'on puisse les résumer en 2 points. D'abord, la capacité d'établir une supériorité numérique à un endroit donné. Nous l'avons vu dans les attaques sur le roc ou les attaques à l'aile d'âme. Le joueur doit accumuler petit à petit les avantages pour augmenter, améliorer sa position, augmenter ses plus-values, jusqu'à obtenir une telle supériorité numérique à l'endroit désiré. Le deuxième point, absolument capital, c'est l'existence de points faibles. Des points faibles du côté adverse, qui invitent évidemment à l'attaque, parce qu'on peut exploiter ces points faibles. En effet, l'attaque suit toujours la ligne de moindre résistance. On attaque là où ça marche. Alors, parmi les points faibles qui constituent autant d'objectifs d'attaque, il en est de 2 ordres, selon que ceux-ci se rapportent aux figures ou aux pions. Des pièces mal placées, qui manquent de rayonnement, qui manquent de mobilité, constituent une faiblesse, mais elle est non durable. Ces pièces peuvent bouger. À l'inverse des pions, les figures peuvent se regrouper, se coordonner. En revanche, les faiblesses qui sont liées à certaines structures de pions sont durables, dans la mesure où elles ne peuvent pas être éliminées ni à court terme, ni à long terme. C'est le cas du pion isolé et bloqué, tout comme celui du pion arriéré ou du pion doublé sur une colonne ouverte. Ces désavantages, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Ce sont les faiblesses qui peuvent être exploitées. Plus l'objectif de l'attaque est ambitieux, comme c'est le cas
chez celui qui poursuit le mat du roi adverse, plus les moyens mis en œuvre exigent une mobilisation totale des forces disponibles pour l'atteindre. Si c'est le mat que l'on vise, et qu'on a bien calculé son coût, il ne faut pas hésiter à y mettre toutes ses forces, puisque de toute façon, une fois fini, on fait mat, la partie est terminée. Le principe d'économie ne vise que les attaques de moindre envergure, afin, une fois l'attaque réalisée, de ne pas dégardir trop fort d'autres fronts du jeu. Pour un objectif modeste à l'aile d'âme, on ne va pas organiser toutes les forces pour à la fin se rendre compte qu'on n'a plus aucune défense à l'aile roi et qu'on risque de se faire mater. Alors qu'il s'agisse de la préparation d'une attaque ou de son exécution, il va de soi que la rapidité de sa préparation et la vitesse de son exécution prévalent sur la lenteur. Si on peut aller vite, il faut le faire. Si on peut faire certains mouvements avec gain de temps, par exemple, on en a vu dans certains cas où un mouvement se fait avec échec et qui permettent ainsi de gagner un temps. Dans le développement, il ne faut pas hésiter. Les meilleurs coups sont ceux qui mènent le plus rapidement au but désiré. Alors la défense maintenant. Alors la défense est tout à fait à l'opposé de l'attaque. Ce n'est pas une forme de combat qu'on accepte de gaieté de cœur. Beaucoup de joueurs, la plupart, aiment le combat. Ils veulent attaquer. Mais il faut aussi éviter de se faire mater. Donc il faut éviter de perdre. Donc il faut aussi savoir se défendre. Et son but essentiel est de freiner, de gêner le plus possible l'attaquant. Alors comment faut-il mener la défense? Doit-elle être passive ou active? Quels sont les moyens mis en œuvre pour la réaliser avec un maximum d'efficacité? Eh bien ici, il y a une règle d'or à respecter et qui ne supporte aucune violation. Le défenseur devrait agir selon le principe d'économie. L'art de la défense exige qu'on affecte le moins de pièces possible à la protection des points faibles menacés. De cette manière, les autres pièces conservent leur liberté de manœuvre à d'autres fins. S'il faut une ou deux pièces pour garantir la sécurité d'un point faible, d'un pion faible, d'une pièce faible face à une attaque, alors on mobilise une ou deux pièces pour défendre cet endroit, cette case. Et on ne va pas en mettre 3 ou 4 pour le plaisir, alors que ces pièces pourraient agir autre part. Alors, quant au choix entre la défense passive et la défense active, là, ça dépend de la position. Une attaque sur l'aile roi, par exemple, nécessite tantôt une défense passive, on bloque l'attaque, tantôt une défense active par une contre-attaque au centre ou à l'aile dame. En règle générale, une position sera d'autant plus résistante à une attaque que les figures, comme les fous, les cavaliers, etc., demeurent mobiles. Ça, c'est mon chien. J'ai envie de ça. Il se prend pour une pièce d'échiquier, hein, mon toutou. Voilà, alors, dans la prochaine vidéo, nous allons réfléchir à des questions générales sur comment, après nous verrons des exemples, comment analyser et évaluer une position. Donc face à une position donnée, comment y réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.